Salut à tous et bon retour pour une nouvelle vidéo d'anecdotes, de secrets et de coulisses des séries. Aujourd'hui on part dans les backstage de la Casa de Papel. Il y a d'ailleurs énormément d'anecdotes à propos du show espagnol de Netflix, parfois des connus et parfois beaucoup moins. Ainsi j'ai essayé de compiler un peu tout ça au mieux pour vous faire découvrir plein de choses très sympas à propos de la série, des acteurs et de son univers. Donc entrons ensemble par la porte de derrière de cette maison de papier. C'est en mai 2017 que le showrunner Alex Pina présente pour la première fois son histoire originale sur la chaîne espagnole Antena 3. Si au début les gens étaient plutôt intrigués par ce nouveau programme, et donc qu'ils étaient au rendez-vous, malgré tout à l'arrivée ce ne fut pas vraiment le succès escompté, avec une perte drastique d'audience en cours de route d'ici la fin des 15 épisodes. La chaîne pensait même un moment à annuler carrément le programme avant la fin. Heureusement la série fut malgré tout montrée intégralement, sans pour autant avoir marqué les esprits. Mais c'était sans compter sur Netflix, qui racheta la série à la fin de sa diffusion, afin de la proposer à l'international dès la fin de cette même année. Afin de mieux coller avec les formats de ce qu'elle propose, les 15 épisodes trop longs de cette série en deux parties, ils durent environ 70 minutes chacun, furent alors redécoupés en 23 épisodes sous la forme de 2 saisons, 13 épisodes pour la première, 10 épisodes pour la seconde, durant à présent chacun entre 45 et 50 minutes, grand max. Bon après à l'arrivée le contenu restait le même. Quoi qu'il en soit, au-delà d'un simple second souffle, la série rencontra avec Netflix un énorme succès qu'on lui connaît. On pourrait même parler de phénomène mondial, avec à la clé de nouvelles saisons commandées par la plateforme. Forcément, le showrunner Alex Pina était ravi, mais aussi un peu embêté car finalement son histoire avait un début et une fin. Il lui fallut donc réfléchir 2 bons mois avant de trouver une suite selon lui acceptable, qui ne décevrait pas le public, avant de rempiler avec Netflix pour de nouvelles aventures. Au passage, à la base, la série devait s'appeler Los Desahuciados, les parias si vous préférez en français, par rapport aux antécédents criminels des protagonistes. Et puis pendant qu'on y est, c'est vrai, les personnages ne devaient pas avoir des noms de grandes villes, mais plutôt des noms de planètes. C'est finalement Jesus Colmenar, l'un des collaborateurs d'Alex Pina, qui vit justement ce dernier un jour se pointer avec un t-shirt où il y avait inscrit Tokyo en gros, et qui s'est dit que ce serait quand même un super nom pour une héroïne. On retrouve d'ailleurs des traces de cette anecdote dans la série, lorsque Rio propose à Denver de s'appeler Mars et Uranus, ce que Denver désapprouve, n'aimant pas trop les rimes possibles avec Uranus. C'est alors que le professeur leur demande de réfléchir à des noms de villes. Si à la base Tokyo était écrit pour une femme quarantenaire, lorsqu'Ursula Corbero arriva à l'audition et montra de quoi elle était capable, les scénaristes ont dû rapidement oublier ça et revoir leur copie pour faire coller au mieux leur personnage principal avec la personnalité flamboyante de la jeune actrice, qui fut pour le coup immédiatement engagée. Niveau look, le personnage fut fortement inspiré de Mathilda dans Léon, et d'ailleurs Ursula a aussi été mannequin en plus de son métier d'actrice depuis son plus jeune âge. Ainsi, fort de leur personnage principal féminin, les scénaristes ont quand même trouvé ça un peu dommage que ce soit la seule fille du groupe de braqueurs, et c'est alors qu'ils décidèrent d'ajouter Nairobi. Niveau casting, ce coup-ci, pas besoin d'audition, ce fut nettement plus évident pour Alex Pina, qui avait déjà travaillé avec Alba Flores sur une autre série. Il a ainsi directement pensé à elle. D'ailleurs, lorsque le showrunner essaie de comprendre le succès de la série, il a bien une hypothèse justement en rapport avec ses différents choix. La Casa de Papel est une relecture d'un genre très codifié, très populaire qu'on formate habituellement pour un public essentiellement masculin. J'ai voulu le féminiser et ainsi toucher un plus large public. En tout cas, on peut dire que ces décisions ont été judicieuses et se sont avérées payantes. Si dans la saison 3, lors d'un flashback on voit Berlin et le professeur, il y a un des moines dans le monastère où ils sont qui ressemblerait à Neymar, c'est normal puisque c'est lui. Le footballeur est un fan de la première heure de la série Netflix, d'ailleurs il ne s'en cache pas. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que si vous avez regardé cette saison dès sa sortie le 19 juillet 2019, en fait vous voyez peut-être pas trop de quoi je veux parler. Et oui, il faut savoir qu'à cette époque, le joueur de foot était toujours accusé dans une affaire de viol d'un mannequin brésilien. Et du coup, Netflix n'avait pas vraiment envie de voir ce nom associé à celui de la plateforme. Ce n'est que le 8 août de cette même année, lorsque les poursuites furent abandonnées par la justice brésilienne, que ces scènes donc où on voit Neymar ont finalement été réintégrées dans les épisodes 6 et 8 de la saison 3.
D'ailleurs, c'est pas la seule star qui a été utilisée pour la Casa de Papel, puisque Netflix a fait appel entre autres à Jules pour une promotion et en l'occurrence introduire le personnage de Marseille. Oh partigiano, porta mi vida. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il est temps de faire une brève aparté historique à propos de la chanson qui a contribué à l'ADN de la série Bella Ciao. Voilà, je me mets en mode nota bene. Le chant révolutionnaire italien était entonné par des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les troupes allemandes étaient alliées de la République sociale italienne fasciste. Dès lors, le chant est devenu une sorte d'hymne à la résistance dans le monde entier et un symbole antifasciste. Et au final, c'est pour ces valeurs qu'Alex Pina a eu envie d'intégrer ça à sa série. Quand j'ai imaginé la scène où le professeur parle des plus faibles, des perdants, et de la nécessité de résister, il m'est apparu évident de l'accompagner de Bella Ciao, qui est à la fois un chant épique et une ritournelle entêtante. Mais en creusant un peu plus, et après vous avoir parlé de l'importance du casting féminin, là encore on peut aussi trouver une origine féministe avec cette chanson, puisqu'en réalité, avant même la Seconde Guerre mondiale, cette mélodie existait déjà, avec des paroles certes un peu différentes. Quoi qu'il en soit, elle trouve finalement ses origines dans le monde ouvrier italien au début du XXe siècle, entonnée par des femmes révoltées par leurs conditions de travail et leurs surveillants dans les rizières de la plaine de Pau. Pour terminer, en Espagne aussi, cette chanson a une aura toute particulière, puisqu'elle est adaptée pour la première fois en 1969 sous le régime franquiste. L'album fut censuré. On pourrait penser à juste titre que la Casa de Papel s'inspire de séries telles que Prison Break par exemple. Mais son créateur évoque plus volontiers Breaking Bad. Alors ouais, la ressemblance ne saute pas aux yeux non plus, même s'il y a quand même quelques petits indices, faut le reconnaître. Mais c'est peut-être aussi parce que dans le script d'origine qui a été modifié, la totalité des braqueurs étaient censés être des personnes condamnées par une maladie ou une autre, et n'avaient ainsi rien à perdre, une caractéristique qui restera simplement pour le personnage de Berlin, incarné à merveille par Pedro Alonso. Et d'ailleurs, petit paradoxe à tout ça, le personnage de Berlin n'a failli ne jamais exister, ou enfin disons plutôt qu'il a failli être grandement censuré, parce qu'en effet cette sorte de prédateur avec les femmes n'était pas vraiment dans l'air du temps à l'heure de MeToo. Et certains dans l'entourage du showrunner lui conseillèrent vivement de retirer un tel personnage de son histoire. Malgré tout, il ne céda pas à la pression. J'ai répondu que je n'avais aucune intention de me débarrasser de lui. Il est misogyne, narcissique, psychopathe. Mais on a la possibilité d'avoir un personnage dans une telle série. Et le public a ensuite la possibilité de choisir son camp. Et en effet, le public a choisi son camp, vu que malgré tous ses grands défauts, le personnage de Berlin reste l'un des plus populaires. Comme je le disais plus tôt, à la base la série était censée avoir un point final après la deuxième saison. Du coup, c'est sans doute là le plus grand regret d'Alex Pina, avoir fait mourir Berlin trop tôt dans la série. Il le dit lui-même. C'est peut-être là aussi ce qui a pu lui demander une telle réflexion pour prolonger le show, en essayant de faire revenir ce personnage d'une façon ou d'une autre. En tout cas, de son côté, Pedro Alonso est très loin de la personnalité sulfureuse qu'il a à l'écran, car plutôt calme et posé, l'acteur adore la peinture et l'écriture. Voilà, donc il est plutôt zen le Pedro. Revenons à présent sur les deux lieux de tournage majeurs de la série, à savoir la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre dans les 2 premières saisons et la Banque espagnole pour la suite. Bon, déjà forcément c'est compliqué d'avoir des autorisations pour filmer dans des lieux d'état aussi importants et sensibles. Et forcément la production a été obligée de tricher. Concernant la Fabrique nationale, le bâtiment qu'on voit dans la série est en fait le Conseil supérieur de la recherche scientifique. En fait, la réelle Fabrique nationale ne pouvait pas être utilisée, principalement à cause de sa proximité de la route, dont on ne pouvait bloquer la circulation. Alors que devant le Conseil, il y a tout un espace vert dégagé, de quoi faciliter les choses à la production. Malgré tout, la prod n'a eu le droit de filmer que de nuit, et le dimanche pour ne pas déranger les employés qui bossaient à l'intérieur. Concernant le décor intérieur, tout s'est déroulé en studio et il a fallu 3 mois à 40 personnes pour construire tous ces décors. Et pour ce qui est du fonctionnement, la Fabrique nationale a refusé de divulguer la moindre information. Il a fallu que la prod enquête de son côté et puis fasse preuve d'imagination pour représenter au mieux tous les rouages de cette institution. D'ailleurs, il paraît même que la Fabrique n'a pas trop apprécié l'image faible donnée à sa sécurité dans la série. Maintenant, passons voir du côté de la Banque d'Espagne concernant le deuxième braquage. Bon alors idem au niveau des extérieurs, ce n'est pas la vraie Banque d'Espagne, mais ce bâtiment est en fait le ministère des Travaux Publics,
de Madrid. Pour l'intérieur, il a été reconstitué dans les studios Netflix de Tres Cantos. La prod a bien demandé l'autorisation de visiter le bâtiment, mais là encore, accès refusé. Aucune information n'a été donnée pour l'intérieur du vrai bâtiment. Il a donc fallu une fois encore aux équipes composer avec leur seule imagination, notamment pour décorer tout ça. Afin d'être crédible sur ce braquage, en particulier par rapport au sas de décompression, pour faire sortir l'or, la production a demandé conseil à un ingénieur naval. Et pour apprendre à faire fondre l'or, elle s'est rendue dans un atelier de joaillerie. L'or fondu que l'on voit à l'écran est en fait du laiton, et c'est une réelle équipe de fonderie qui a participé pour ces images. Allez, on termine tranquille avec El Professor, sans doute le personnage qui a été le plus difficile à caster, selon le showrunner. D'ailleurs, Álvaro Morte passera pas moins de 5 auditions avant d'avoir le rôle. Et puis c'est pas fini, puisqu'ensuite, il fera plusieurs essais avec les autres acteurs avant d'être finalement validé. Autant dire que la prod ne voulait vraiment pas se planter sur le choix de celui qui incarnerait le cerveau de la bande. L'acteur avoue d'ailleurs s'être un peu inspiré de George Clooney dans Ocean Eleven. Enfin, pour jouer son rôle sur le bout des doigts, Álvaro a aussi pris des cours d'origami, le petit anti-stress du professeur. Mais bon, ça n'a pas dû lui poser trop de problèmes, vu qu'il a l'habitude de se servir de ses mains avec dextérité, notamment pour jouer de la guitare dès qu'il a un moment. Non, là par contre c'est Eric Clapton. Voilà. En tout cas, il lui arrive de temps en temps de donner des petits concerts privés sur son compte Instagram. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos concernant des anecdotes et secrets de tournage de séries. Et puis sur la chaîne aussi, tous les dimanches, il y a un point sur l'actualité par rapport à Stranger Things. Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt, ciao les amis.